Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée au transistor à effet de champ, JFET. Contrairement aux transistors bipolaires qui font intervenir deux types de porteurs de charge, les transistors à effet de champ n'impliquent qu'un seul type de porteur de charge, aussi sont-ils qualifiés d'unipolaires. Leur conception fut proposée par Shockley dès 1952. Donc le transistor bipolaire, vous avez deux jonctions PN. Donc pour par exemple le transistor bipolaire NPN, vous avez la jonction collecteur base NP et la jonction PE base émetteur PN. Ici donc pour le transistor JFET, vous avez qu'une seule jonction PN ou bien NP selon le dopage de la grille et du canal. Par rapport aux transistors bipolaires, leur intérêt est double. D'une part, ils sont plus faciles à fabriquer. D'autre part, ils sont commandés non pas par un courant, mais par une tension. Donc, nous avons vu pour le transistor bipolaire, l'effet transistor, donc c'est commander le courant du collecteur IC par un courant de base qui est faible, IB. Ici, on commande le transistor à effet de champ par une tension d'entrée, la tension UGS. La commande des transistors bipolaires par le courant engendre une consommation énergétique élevée par rapport au transistor à effet de champ. Le transistor à effet de champ a un courant d'entrée qui est négligeable, d'ordre de quelques picofarads. Donc, un autre avantage, c'est l'impédance d'entrée qui est très grande par rapport à un transistor bipolaire. Il existe deux types de transistors à effet de champ, brièvement TEC, bien FET en anglais, Field Effect Transistor. Les JTEC pour lesquels la commande s'effectue par l'intermédiaire d'une jonction polarisée en inverse, d'où la première lettre J. Les MOSTEC, bien MOSFET en anglais, pour lesquels la commande est réalisée à l'aide d'une électrode métallique isolée. Les trois premières lettres MOS viennent de Metal Oxide Semiconductor. Lorsque l'isolant c'est un oxyde, on parle du MOSFET. Un transistor JTEC est constitué d'un barreau de silicium. Dans la partie centrale, le canal est dopé de P ou N et dont les extrémités sont reliées de deux électrodes de source, S et le drain D. Le canal repose sur un substrat d'épaisseur d'ordre de 0,1 mm, dopé différemment et relié à une troisième électrode, la grille, G, ou porte, donc c'est gate en anglais. Donc cet exemple est un JFET de type N, donc channel N. Donc la source et le drain sont dopés N et la grille en P. Donc vous avez une jonction NP dont le drain est lié à la source. La jonction entre la grille et le canal est le siège d'un champ électrique interne, mais elle se comporte comme un isolant car elle est dépeuplée de porteurs de charge. Donc c'est la zone de déplétion de la jonction PN. Donc vous avez le canal, donc soit de type P ou bien de type N, contrairement à la grille. Donc si le canal est de type N, donc la grille est de type P. Si le canal est de type P, la grille est de type N. Donc vous avez le canal donc comme un cylindre avec un contour qui est la grille. La grille, pour cet exemple, le canal de type N donc, et la grille de type P. Donc la jonction PN, vous avez une zone de déplétion. Cette zone de déplétion se commande par la tension UGS, donc entre la grille et la source. Cette tension est négative, donc vous avez la borne négative vers le P et la borne positive vers le N. Si le canal est dopé de type P et la grille de type N, vous aurez une tension UGS qui est positive, donc le plus vers le semi-conducteur de type N de la grille et le moins vers le semi-conducteur de type P du canal. Le symbole du JTEC, vous avez pour le canal N, vous avez la flèche vers la grille et le JTEC à canal P, un flèche sort de la grille. Si la grille n'est pas connectée, le barreau de silicium dopé se comporte comme un conducteur ohmique dont la résistance dépend du dopage et de la longueur du canal. Donc si on ne commande pas la grille, vous avez une tension qu'on applique aux bornes du drain et la source. Donc vous avez la borne positive vers le drain et la borne négative vers la source. Donc si on ne commande pas la grille, la borne positive de la tension va attirer les électrons de la source vers la grille. Donc ça c'est le sens des électrons. Donc vous avez ainsi le courant
a le sens opposé. Donc ça, c'est le courant IDS. Ainsi, le transistor se comporte comme une résistance. On commande la résistance par la tension UGS entre la grille et la source. La tension UGS augmente le champ interne ainsi que la zone de déplétion. Il en résulte une diminution de la largeur du canal et par conséquent une augmentation de la résistance RDS entre le drain et la source. C'est l'effet de champ produit par la tension UGS. Donc la tension UGS, puisqu'elle est en polarisation inverse, donc puisqu'elle est négative, donc vous avez le moins vers le P et le plus donc vers le N. Pour cette polarisation inverse, on ajuste la largeur de la zone de déplétion. En diminuant la tension UGS, donc augmenter la valeur absolue de la tension UGS, la zone de déplétion s'élargit, donc vous avez le courant diminue. Donc c'est une augmentation de la résistance RDS, la résistance entre le drain et la source. Augmenter UGS, donc diminuer la valeur absolue de cette tension, donc va diminuer la largeur de la zone de déplétion, donc il va laisser circuler le courant IDS. Donc c'est diminuer la résistance dynamique. Une augmentation de la tension inverse de la grille, donc l'amplitude ou bien la valeur absolue de UGS, qui provoque un resserrement du canal jusqu'à sa disparition et donc une résistance infinie entre le drain et la source. Le transistor est bloqué. Donc on commande la zone de déplétion de la jonction NP par la tension UGS. Donc augmenter l'amplitude de UGS, donc la zone de déplétion s'élargit. Donc élargissement de la zone de déplétion empêche le déplacement des électrons de la source vers le drain, ainsi le courant IDS. Quand le courant IDS s'annule, le transistor se comporte comme une résistance infinie. Une augmentation de la tension UDS, donc la tension entre le drain et la source, sans modifier la tension inverse de la grille. Le courant augmente d'abord proportionnellement à UDS. Donc augmenter UDS, donc ici vous avez une résistance. Augmenter donc une résistance qui est fixe car nous avons gardé la tension UGS fixe. Donc augmenter UDS, donc le courant IDS augmente proportionnellement à UDS. Au-delà d'une rétention UDS-S, donc S pour la saturation, le canal se pince et sa résistance RDS augmente avec la tension UDS, de telle sorte que le courant n'augmente plus, c'est la zone de pincement. Donc on continue d'augmenter UDS jusqu'à le pincement. Donc ici vous avez le pincement au niveau du drain. Même en augmentant la tension UDS, le courant reste constant. C'est ce qu'on appelle la zone de pincement. Au-delà d'une tension de claquage, donc UDS indice C, le canal subit une avalanche comparable à celle des diodes polarisées en inverse. Le résistor est alors hors usage. Donc on continue d'augmenter la tension UDS, donc qui est en polarisation inverse. Donc ici, puisque vous avez ici la bande positive, qui est le connecté vers le semi-conducteur de type N. Donc c'est une polarisation inverse. On continue d'augmenter la tension UDS jusqu'à l'avalanche, donc c'est la destruction du composant. Merci pour votre attention et à la prochaine.